Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite donc la bienvenue pour cette dernière journée de conférence du parcours de la céramique et des arts du feu. Donc, tandis qu'hier nous avions abordé les verres bleus de la Renaissance française, aujourd'hui nous allons traverser les collections de verres du Musée d'art et d'histoire de Bruxelles en compagnie de Valérie Montens. Je vous remercie chaleureusement d'intervenir durant ce parcours et maintenant je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ben oui, moi je remercie particulièrement M. Béalu de m'avoir demandé de faire une conférence aujourd'hui et en plus de m'avoir laissé tout à fait le choix du sujet. Et donc j'ai choisi de reparcourir, c'était peut-être assez ambitieux, de reparcourir 3 siècles de verre dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège. Donc je m'excuse parce que dans le programme j'ai oublié la Principauté de Liège, mais elle est fondamentale pour les régions qui nous occupent. Donc à travers cette collection des musées royaux d'art et d'histoire. Alors ce musée, donc pour resituer un peu d'abord, cette institution est située dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles et c'est un musée qui initialement, donc à partir du moment où il a été construit en 1889, était destiné à être comme le musée du Victoria and Albert Museum, un musée des arts décoratifs. Et donc, du coup, un des grands départements du musée, eh bien, un département d'art décoratif, et au sein de ce département des arts décoratifs, l'ensemble des collections, mis à part une, l'ensemble des collections est divisé par matériaux. Et donc, personnellement, je m'occupe de la section, des sections de céramique, et puis également celle des verres et des vitraux. Donc, voilà, une grosse section, on a à peu près 8000 céramiques, 2000 verres, 400 vitraux, donc on a largement de quoi faire. Et donc alors si les céramiques ont été dans leur grande majorité malheureusement remises en réserve pour l'instant, on a encore une galerie des verres qui est visible et que dont vous voyez une photo à droite, en bas à droite. Alors c'est une collection, la collection de verres du musée est très intéressante parce que c'est une collection qui a été formée très tôt dans le 19e siècle. Les premières acquisitions du gouvernement belge se font dans des toutes grandes ventes d'art décoratif du début du 19e siècle, dès les années 1840 et puis de nouveau dans les années 1850. Il y a des ventes de collections, de collectionneurs très importantes qui ont lieu. Donc on a des pièces qui sont des pièces qui sont rentrées de façon très ancienne dans la collection et qui ont un excellent pédigré. Et par la suite, on aura encore à la fin du 19e et au début du 20e siècle des très importants dons et legs dans le domaine et de la céramique et du verre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même d'abord, comme on va parcourir 3 siècles, vous rappeler que les Pays-Bas, à l'époque, connaissent beaucoup de troubles et vont connaître un événement majeur. Donc, on démarre au tout début du XVIe siècle avec les Pays-Bas à l'époque de Charles Quint, qui sont donc ce grand territoire que vous voyez donc en jaune clair et en jaune foncé, à l'exception de la Principauté de Liège, qui est donc qui est indépendante. Et donc, vous voyez ce territoire très important, qui était un territoire très riche, donc annexé au Habsbourg d'Espagne, et qui va connaître dans la deuxième partie du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle énormément de troubles religieux et troubles politiques qui vont aboutir en 1648 à la scission définitive en 2 grandes entités, les Provinces-Unies au nord et les Pays-Bas méridionaux au sud, donc qui restent sous les Habsbourg d'Espagne. C'est pas fini puisque par les jeux d'héritage, c'est ce territoire donc qui grosso modo correspond au territoire de la Belgique actuelle, va encore passer de main au tout début du XVIIIe siècle et donc devenir les Pays-Bas autrichiens et donc dépendre de l'Empire d'Autriche et donc particulièrement au début du XVIIIe sous Marie-Thérèse d'Autriche. Donc vous voyez que la forme de la Belgique se dessine déjà plus ou moins avec quelques petites modifications liées notamment aux conquêtes faites par les rois de France.
je rentre tout de suite dans le XVIe siècle avec ce tableau. Un tableau donc d'un maître anversois, Jan van Emessen, et de maître de Paul et Barnabé, qui date de 1536, pour vous montrer tout de suite une caractéristique de l'art du verre dans nos régions, qui est donc cette coexistence à la fois du verre, d'un verre clair, du verre de Venise, et du verre de forêt. Donc vous voyez donc, là sur la gauche, du verre de forêt qui reste un verre très apprécié dans nos régions. Alors, ce que je veux quand même spécifier, c'est que la plupart des objets que je vais vous montrer aujourd'hui sont bien des objets de prestige, comme tout ce genre de collection à l'époque. On a très très peu d'objets courants dans le domaine du verre qui sont conservés, et les pièces qui sont conservées dans les musées sont souvent, pour la période, en tout cas depuis le XIVe jusqu'au début du XVIe siècle, sont des pièces, les pièces intactes qui sont conservées sont des pièces qu'on l'on doit essentiellement grâce au fait qu'elles ont été retrouvées souvent dans des contextes archéologiques, qui servaient de reliquaires, et qu'on a retrouvées souvent dans des cryptes ou dans des murs, dans des ensembles, donc dans des églises ou des abbayes. C'est le cas de ce petit gobelet que vous voyez à droite. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette production au XVIe siècle? Eh bien donc, on sait ce qu'on en voit sur les tableaux, du coup. On sait ce que l'on en voit dans les collections muséales, donc pas grand-chose d'intact. Et puis, il y a évidemment tous les vestiges archéologiques, puisqu'il y a eu des fouilles qui ont été réalisées, mais donc qui laissent essentiellement des tessons, et je vais vous épargner des images de tessons. Alors, les objets que l'on voit, évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça ressemble fort à ce qu'on peut voir en France, dans le nord de la France. Exact. On a quand même une parenté stylistique très importante entre ces objets-ci et ce qu'on peut trouver en Rhénanie ou dans le nord de la France. Du coup, il y a quand même certains doutes, effectivement, sur leur lieu de production, mais en fait, quand même, il nous semble qu'il n'est pas impossible que la plupart d'entre eux soient d'origine locale. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'objet en ce début du XVIe siècle? Des petites coupes basses, j'en ai pas ici, j'en ai pas dans la collection du musée, que l'on appelle des Meigelbeker, donc c'est du verre donc, de forêt, et puis on a donc très rapidement ces gobelets, donc à fond fortement repoussé, à côte hélicoïdale soufflée dans un moule, avec des reliefs aussi très marqués comme ici. Parfois les côtes peuvent être droites, parfois elles sont hélicoïdales, ici elles sont droites. Donc un gobelet qu'on appelle un Meigelbeker. Voilà la première forme dans ces gobelets qu'on trouve au début du XVIe siècle. Et puis, un autre type de gobelet a la particularité d'avoir ce corps couverts d'aspérités en fort relief, donc, que vous voyez donc à gauche, qui sont donc appliqués à la surface sous forme de gouttes de verre, qui sont étirées plus ou moins sous forme de pointe. Et donc il s'agit donc d'un modèle qui est originaire de l'Orient et qui va se transformer au cours du XIVe et du XVe siècle. On va le voir du côté, au nord des Alpes, se transformer sous forme de gobelet à nodosité, c'est ce qu'on appelle les Nuppenbeker, et qui devient donc ce gobelet qu'on appelle Kreuztrunk. Je ne sais pas si mon accent est très bon, mais donc voilà une pièce. Alors c'est la seule pièce de ma présentation qui n'est pas dans la collection du musée, mais qui est à Bruxelles, puisqu'en fait elle a été retrouvée au palais du Koudenberg, qui était donc le palais à l'époque des souverains à Bruxelles, et donc qui daterait de ce milieu du XVIe siècle.
Un troisième type de gobelet, on retrouve au début du XVIe siècle un troisième type de gobelet, également retrouvé à l'église abbatiale de Astières, donc qui est une localité pas loin de Namur, et qui vous montre donc une dernière catégorie de petits gobelets qui montre donc une technologie nouvelle, puisque ces gobelets sont soufflés dans un verre qui est très léger, presque parfaitement clair, avec des parois très très minces et qui sont montés sur un haut pied évasé qui est obtenu par le refoulement du fond. Alors, on voit notamment que ces gobelets avaient assez bien de succès puisqu'on les retrouve aussi donc, dans la peinture flamande du XVIe siècle et donc vous le voyez en bas à droite de ce tableau de la Sainte Famille qui est conservé à l'Université de Liège. Alors évidemment, quand on parle du XVIe siècle, on en arrive très vite à parler d'Anvers, mais je voudrais quand même rappeler avant qu'il y avait dans nos régions, dès le XIVe et surtout au XVe siècle, on a des traces, notamment par les archives, par des documents ou de demandes de faveurs et d'avantages à Charles Quint, puis à ses successeurs Philippe II et Albert et Isabelle à la fin du XVIe siècle, des demandes donc de verriers d'une famille qui était venue de France, qui s'appelait les Colnay ou les Collinay, qui donc était une famille très importante dans le domaine du verre dans nos régions. Et donc on sait qu'ils ont développé des verreries à plusieurs endroits dans le pays, en Brabant, mais aussi donc, avec notamment l'établissement Les Verreries de Barbançon, qui sont assez bien connus, et dans d'autres régions en Brabant et à proximité dans la région, dans le Hainaut, et un établissement plutôt en terre liégeoise. Mais quand même, c'est vraiment à Anvers que va quand même se développer considérablement cet art du verre à la façon de Venise, grâce à des verriers immigrés, évidemment. Il faut savoir qu'Anvers, au XVIe siècle, est une métropole extrêmement importante qui remplace pratiquement Venise. En tout cas, elle va surpasser l'influence au niveau du commerce, l'influence commerciale de Venise, et des commerçants et des artisans étrangers viennent s'y installer dans tous les domaines, et on a notamment particulièrement des verriers et des faïenciers qui prennent une place importante dans l'industrie de luxe de la Renaissance, dont Anvers va être le cœur. Alors, on a des mentions de verriers à Anvers dès les années 1530, et puis, mais bon, tous les premiers essais ne sont pas toujours très concluants. Et puis, à partir du milieu du siècle, là, on a le nom d'un célèbre verrier italien qui venait de Bressanone, qui est Giacomo Paschetti, qui est vraiment considéré comme le fondateur de la verrerie anversoise. Et donc, je vous montre ici, alors, un verre qui vient de cette verrerie. Alors là, on est déjà plus tard dans le siècle. La raison pour laquelle je vous montre ce verre, c'est que c'est vraiment une pièce majeure pour nous et pour l'étude du verre anversois, parce que ce verre d'abord, il est intéressant sur le plan formel. En réalité, ce verre est un verre donc qui nous montre vraiment le mariage entre une tradition plus locale au niveau de sa forme. Sa forme, c'est celle d'un Berkemeyer, donc c'est une évolution, si vous voulez, par rapport au gobelet qu'on avait vu précédemment. Simplement, on a une coupe qui prend de plus en plus d'importance, qui devient conique, et le tronc de chou qui se rétrécit un peu. Mais donc, c'est une évolution de ce qu'on a vu, c'est une des évolutions de ce qu'on a vu, c'est une forme typique du XVIe siècle dans nos régions et qu'on va voir sur énormément de tableaux de maîtres flamands de l'époque. Mais donc, on a cette forme donc plutôt
plutôt, disons, traditionnel, donc réalisé d'habitude dans un verre à l'allemande, un verre de couleur vert, mais qui est transformé par le biais de l'utilisation d'un matériau clair qui imite le verre vénitien, et donc par l'application de ces reliefs figuratifs et l'utilisation de l'or. Alors on ne voit plus beaucoup, mais il y a des traces d'or sur les masques, sur le bord du verre, aussi sur le pied, et donc qui nous montre que ça devient un décor raffiné. Donc on a vraiment à Anvers ce phénomène d'intégration entre une tradition plus locale et des techniques nouvelles venues d'Italie. Alors, cette verrerie, donc, fondée au milieu du siècle par Paschetti, va passer, donc, elle est cédée à son neveu Ambroise Mongardo, et donc c'est bien un verre qui est fabriqué dans la verrerie Mongardo en 1592. Alors, 1592, on le sait puisqu'il ce verre a une inscription, donc il est parfaitement daté, tout avec plaisir, quoi qu'il en coûte, sans jamais de tristesse. Donc un verre qui... alors ce qui est intéressant, c'est que la langue utilisée, c'est un dialecte brabançon. Et c'est un dialecte brabançon, et c'est ça qui nous permet d'attribuer cette pièce à la verrerie d'Anvers, puisque le seul atelier qui fabrique à l'époque du verre à la façon de Venise, dans le Brabant au XVIe siècle, c'est la verrerie d'Anvers. Donc, c'est ça qui nous permet d'attribuer cette pièce à la verrerie de Mongardo. Alors, sur cette base, il y a quelque chose ce qui est assez intéressant, c'est que donc ce verre est décoré d'éléments qu'on dit toujours typiquement anversois, mais qu'on retrouve parfois sur certaines pièces hollandaises, et c'est pas surprenant puisque nous avons par la suite des verriers hollandais qui vont émigrer vers les Provinces-Unies suite aux troubles politiques dans nos régions. Ce qui est intéressant, et là c'est une étude qui a été menée par la conservatrice qui m'a précédée, qui est Jeannette Lefranc, qui s'est particulièrement intéressée à tous ces petits masques qu'on voit sur beaucoup de ces objets anversois. Alors on avait déjà des masques comme ça sur d'autres objets, sur des objets vénitiens, mais elle a repéré, en analysant plusieurs objets, elle a repéré deux matrices différentes, deux types de masques différents. Alors le masque A que vous voyez illustré sur votre droite, où le personnage a sur le front une espèce d'élément en triangle. Le masque B où il a une coiffe faite d'une sorte de bandeau avec un médaillon ou quelque chose au centre. Et quand on regarde ces masques, donc sur ce verre-ci, on a les deux masques. Quand on compare ces masques avec d'autres pièces de notre collection, sur lesquelles je vous rappelle que le problème du verre, c'est qu'on a extrêmement rarement des verres qui sont datés ou signés, donc tout doit être analysé à défaut d'analyse chimique, tout doit être réalisé par comparaison avec d'autres pièces, et que donc voilà par exemple une pièce qui porte sur son couvercle ce masque A, et que donc on pense raisonnablement qu'on pensait déjà qu'on avait déjà attribué à Anvers, et qui donc où cette attribution semble pouvoir être, je garde toujours des sembles, etc., parce qu'on n'est jamais totalement sûr dans ce domaine, mais donc voilà, on se dit qu'il y a une forte probabilité que cette pièce soit sortie de la même manufacture, de la même verrerie. On retrouve les mêmes masques, ce même masque A sur ces trois pièces qui sont des canettes. Alors ce sont des objets typiques aussi du Nord, destinés essentiellement à la bière, des canettes qui portent aussi ce masque, et qui offrent aussi un grand intérêt quand on les met les trois les unes à côté des autres, c'est de vous montrer le développement technique remarquable que ces maîtres verriers à la façon de Venise parviennent à obtenir à la fin du XVIe siècle, avec un décor donc filigrané en vitroaphilie pour les deux pièces de droite, et puis un décor donc en verre, ce qu'on appelle le verre givré ou glacé, qui est un décor qui va être extrêmement apprécié.
Toujours d'Anvers. Alors on connaissait déjà, on a toujours dit voilà ces vers en forme de cloche sont anversois. Et, ben ça se voit aussi, cette attribution se voit confortée donc par l'étude du masque. Vous voyez que donc c'est le masque avec le bandeau que l'on retrouve sur ce vers en forme de cloche, qui doit dater donc de quelque part dans la fin du XVIe et au tout début du XVIIe siècle. Et donc, même chose pour ce calice en forme de grenade, même masque donc, avec le bandeau. Et le même exercice peut être fait, en fait, et elle l'a fait, Jeannette Lefranc, pour les jambes en forme de mufle de lion. On a clairement des matrices identifiables. Et donc, par analogie, quand on regarde des objets où on se dit ce sont des objets qui ont qu'on a d'autres raisons de penser qu'elles sont anversois, eh bien, si on compare ces mufle de lion, et là, c'est pas toujours évident sur base d'une diapositive, déjà même des visous, c'est quand même tout petit, les détails sont tout petits, mais quand on compare ces jambes, la jambe de, par exemple, ce calice avec cette très belle tazza, eh bien, il y a clairement une analogie stylistique dans la matrice de cette jambe qui permet, selon toute vraisemblance, de pouvoir attribuer cette tazza à la verrie d'Anvers. Et alors donc ici, pas de masque, etc., mais quand même une forme tout à fait typique pendant tout le XVIe siècle. On retrouve ces grands gobelets dans la production anversoise, des grands gobelets qui au départ, initialement dans les premières années du XVIe siècle, sont pourvus de décors de côtes, de décors gaufrés, de bossettes, etc. Ici, on est déjà à la transition avec le XVIIe siècle, avec donc des décors filigranés très élaborés, donc le filigrane a reticello, donc qui consiste à donc avoir donc on a une alternance de vétroaphilie avec simplement des cannes blanches introduites dans l'apparaison et qui alterne avec ce vétro a reticello qui est fait de torsades de cannes blanches et de cannes transparentes. Et cette technique tout à fait extraordinaire du vetro a reticulato qui consiste à intégrer deux paraisons de verres de vétro-aphilie, donc qui ont été torsadés et qui donc deux paraisons emboîtées l'une dans l'autre qui permettent donc de donner ce sentiment de tresser avec en plus entre les deux paraisons a été placée une feuille d'or. Voilà, donc des pièces tout à fait prestigieuses. Donc on est dans du verre vraiment de toute haute qualité. Et je vous montre encore des pièces que l'on... Alors là, je suis plus prudente pour ces pièces-ci parce qu'on a moins d'indications clair que c'est anversois, mais ça serait des pièces anversoises ou vénitiennes. On trouve des pièces vénitiennes, mais la forme, quand on compare dans l'ensemble du corpus de ce type de calice, eh bien, on a l'impression que l'on peut donc distinguer une différence au niveau des formes entre ce que l'on fait à Anvers ou à Venise. Et même chose pour ce calice à votre droite. Alors avec cette diapositive, cette image, avec ces deux images, on a deux pièces aussi anversoises, alors qui nous parlent d'une tradition tout à fait amusante des verres à surprise et qu'on retrouve très fréquemment dans nos régions, donc qui consiste donc par exemple pour la botte qui est à votre gauche, eh bien, ça dépend comment on la tient, mais si on essaye de boire avec le pied vers le haut, il y a un appel d'air qui fait que le buveur reçoit tout le liquide en pleine figure. Ça, c'est la botte. Alors, l'objet juste à votre droite, là, qui est actuellement prêté à une exposition que je vous invite de voir si vous aimez la Hollande. Il y a actuellement une très très belle exposition au musée du verre à Leerdam. Et donc, c'est une sorte de... Donc, nous, on a toujours dit que c'était une sorte de petit flûte
flacon en forme d'animal un peu bizarre, etc. Et d'après les études qui ont été réalisées, il semblerait que ce soit, en réalité, j'ai pas essayé, que ce soit un flacon qui fait aussi partie de cette catégorie des verres à surprise, parce que quand on essaye de renverser le contenant, donc cet animal fait des bruits, fait des bruits étranges, des sortes de petits pets comme ça, qui sortent de ça. Voilà. J'ai pas essayé, hein. Voilà. Mais c'est ce qu'un verrier m'a dit. Alors, vous rappelez aussi que le XVIe siècle, que nos régions sont aussi, c'est une région donc, où on a des témoignages de fabrication du verre dès le milieu du XVIe siècle, notamment en Hainaut. Et donc, c'est une région où on fabrique énormément de vitrail. Je le dis parce que je suis aussi responsable des vitraux et je sais que souvent dans les conférences on sépare complètement verre de forme et verre plat. Moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à remettre tout ça dans le même, c'est des pièces qui sont contemporaines, donc pourquoi ne pas montrer ce verre plat. Donc voilà par exemple le genre de vitrail, donc un très beau panneau de vitrail qui est daté du tout début, en fait ce sont deux panneaux l'un à côté de l'autre, qui sont datés du tout début du XVIe siècle et donc qui sont encore assez gothiques, notamment dans la partie avec les donateurs juste en bas, mais où on voit déjà cette introduction de la Renaissance avec cette recherche déjà d'une perspective, certes encore maladroite, mais tout de même dans la figure de Dieu le Père et la Vierge. Alors, dans la collection de vitraux du musée, il y a aussi des pièces très intéressantes qui sont, on a ici une série de têtes, c'est pas très grand, ce sont des têtes, bon évidemment c'est fort agrandi ici, ce sont des têtes qui ont à peu près cette dimension-là, et elles supportent très bien l'agrandissement. Ce sont des têtes ce sont des fragments vraiment intéressants parce que ce sont des fragments qui proviennent d'une verrière, enfin de plusieurs verrières qui font partie d'une des chapelles de la cathédrale de Saint-Michel à Gudule à Bruxelles. Et ce sont des têtes qui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elles font au musée alors qu'il y a une verrière dans la chapelle, dans la cathédrale. En réalité, ce sont des têtes qui ont été retirées au XIXe siècle par le maître verrier qui a restauré ces vitraux. Ces têtes étaient fort abîmées, il y avait plein de plombs, de casse, etc. Donc il a retiré ces têtes, il les a remplacées par des têtes qu'il a réalisées lui-même, sous le même, donc des copies. Il les a remplacées et il a gardé dans sa propre collection les têtes originelles. Et donc, le musée a eu l'occasion par la suite, le fond de son atelier a été vendu et un collectionneur a acheté ces têtes et puis les a ensuite données au musée. Et donc, c'est comme ça que se retrouvent au musée les têtes qui initialement appartenaient à cette verrière. J'en parle parce que ce sont des têtes, c'est extrêmement beau. Ce sont des têtes qui ont été donc peintes sur verre par un peintre verrier anversois dont on a le nom. C'est assez bien documenté par les archives, Jan Haak, qui a réalisé ces têtes sur base d'un carton d'un peintre très renommé qui s'appelle Bernard Van Orley en 1540. Donc des pièces quand même à signaler dans la collection du musée. Et puis surtout, c'est le XVIe siècle est vraiment un des âges d'or, l'âge d'or à l'époque. Cette époque est l'âge d'or du rondel. Donc ces petites peintures sur verre qui donc sont réalisées, qui ont en général la forme ronde. Parfois elles ont une forme carrée ou rectangulaire, mais enfin globalement, disons qu'elles ont une forme ronde et qui étaient destinées à être intégrées dans des vitreries, soit dans des établissements religieux ou dans des établissements laïques. Ici, on a pu récupérer 6 panneaux qui venaient donc de l'hôpital Sainte-Élisabeth à Lierre, c'est une petite ville pas très loin d'Anvers, qui montrent des très beaux rondelles typiques de l'art de cette peinture sur verre du XVIe siècle, traitée à la grisaille et au jaune d'argent.
Alors, on en a une fameuse collection, on a à peu près 250 rondelles dans la collection du musée, sur lesquelles on a fait un projet de recherche. Alors ce projet de recherche, dans notre idée, c'était d'essayer, alors on a utilisé des moyens techniques, on a utilisé, je vous passe les détails techniquement, mais donc des moyens non destructifs pour essayer d'analyser ces objets, dans l'idée de essayer, est-ce qu'on peut parvenir à regrouper ces objets pour comprendre où étaient les ateliers, comment ils fonctionnaient, et est-ce qu'on sait faire des corpus par atelier. En réalité, c'est très très compliqué, et notre recherche malheureusement, on a pu identifier certains objets, mais pas tous. Ce qui reste quand même hyper important pour l'analyse, pour essayer de retrouver la provenance de ces objets, c'est par exemple ici, étudier l'iconographie. Et ici, il s'agit d'une légende typiquement bruxelloise, donc on peut supputer, mais ça reste avec des points d'interrogation, que c'est peut-être un rondel qui a été fabriqué dans un atelier de Bruxelles, dans l'atelier d'un peintre verrier de Bruxelles. Alors, ce qui est certain, c'est que ce rondel, la pièce majeure de cette collection, c'est donc une pièce intégralement réalisée à la grisaille, et c'est une pièce qui est très importante parce que c'est la première pièce qui est datée et signée d'un peintre anversois et graveur anversois très connu qui est Dirk Wellert. Et donc vous voyez donc sur les choses là de Dirk Wellert et la date 1517 indiquée là juste sur le détail. Donc pièce très importante dans l'histoire du vitrail de l'époque de la Renaissance. Donc c'est le triomphe du temps, et qui fait partie d'une série qui était des triomphes, donc une illustration des triomphes de Pétrarque, et on a le triomphe de la foi qui se trouve au Rijksmuseum. Sur base de l'étude stylistique de ces objets, vraiment d'une étude approfondie, on a pu, donc, et ça c'est un travail qui a été mené par une collègue avec laquelle on a travaillé dans le projet de recherche, on a pu attribuer un autre rondel de la collection au même artiste, ou au minimum à son atelier, parce que les principes de composition et les techniques picturales utilisées sont extrêmement proches d'un autre rondel qui se trouve au Rijksmuseum et qui est daté et signé de Dirk Wellert. Voilà. Eh bien, donc, on passe au XVIIe siècle avec ce charmant tableau de Jacob Jordan, et qui donc est une version de cette beuverie Le Roi boit. Cette version, ça c'est une version à Vienne, et qui nous montre, je vous la montre parce qu'elle nous montre cette persistance, et sur laquelle j'insiste, même dans le verre donc de prestige, de verres clairs à la façon de Venise, avec des verres de forêt, comme vous voyez donc dans le verre que tient le personnage au centre de ce tableau. Alors, le XVIIe siècle, je vous dis persistance de ce verre vert, et ben voilà une pièce qui est de nouveau un Berkemeyer. Donc on a ces formes qui restent, on a une grande continuité dans les formes, on passe pas tout de suite d'une forme à l'autre, et voilà par exemple un Berkemeyer qui est très intéressant, donc qui est daté de 1632, il porte la date de 1632, il est gravé d'une effigie d'un portrait de Frédéric Henri, donc prince d'Orange-Nassau. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une iconographie tout à fait hollandaise, effectivement, mais c'est une iconographie hollandaise, certes, et donc la gravure, effectivement, peut être rapprochée des gravures que l'on pratique à Amsterdam en ce début du XVIIe siècle. Par contre, le verre, c'est moins sûr, et donc il est tout à fait possible et même probable que le verre lui-même ait été fabriqué dans les Pays-Bas méridionaux, notamment dans les verreries dirigées par les frères
verre bonhomme dont je vais parler dans la suite. Donc il reste un doute là-dessus, mais quand même je vous le montre parce qu'en plus c'est vraiment une très belle pièce avec une très très belle gravure à la pointe de diamant. Et donc justement, je ne vais pas vous faire un exposé sur la gravure, mais juste vous faire remarquer qu'à partir de la fin du XVIe siècle et pendant ce XVIIe siècle, cette gravure vient encore rehausser l'éclat de ces objets qui sont des objets de prestige, mais tant qu'en plus ils sont gravés, ça devient vraiment des objets extrêmement prestigieux, des objets qui sont très très peu utilisés, qui sont des objets d'apparat pour la plupart. Ici c'est un verre commémoratif d'une victoire, en tout cas c'est l'époque où le Stadthalter des Pays-Bas donc est très important. Voilà. Parallèlement à la forme en Berkmeyer, on a aussi une forme qui va connaître un succès considérable pendant tout le XVIIe, tout le XVIIIe, on le retrouve encore bien plus tard, qui est ce qu'on appelle le Römer. Voilà, je vous en ai sorti un exemplaire. Alors là, celui-là, je suis moins sûre, hein, sur les Pays-Bas, ou la Rhénanie, parce qu'on en a fabriqué à foison un peu partout dans l'univers, dans les pays du Nord. Mais donc, je vous le montre quand même, parce qu'il aurait pu être fabriqué aux Pays-Bas, pourquoi pas, mais il n'y a rien qui permet de l'assurer. Mais en tout cas, on sait que plusieurs verreries de nos régions en fabriquent une énorme quantité. Et donc ces verres vont devenir des verres qui progressivement vont se spécialiser pour l'usage du vin blanc. Ce verre vert, donc toujours apprécié. Je vous montre aussi une petite pièce amusante qui se trouve dans la collection du musée, qu'on a en deux versions. On l'a en version vert clair, on l'a en version vert vert, comme ici, qui est sans doute un compte-gouttes, quelque chose comme ça, fabriqué donc à Liège ou Bruxelles dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, on a... attendez, parce que moi, je dois retrouver où je suis dans mes feuilles. Alors, on a un développement de verreries à plusieurs endroits dans les Pays-Bas méridionaux, notamment à Bruxelles, où on a un Anversois qui va venir s'installer. Et on en avait déjà eu un qui s'était installé précédemment, un officier italien retraité, mais ça n'a pas duré très longtemps. En tout cas, dans les années 1630, on a un Anversois qui vient s'installer et qui va créer, donc il va obtenir un octroi pour fabriquer dans les Pays-Bas méridionaux. Donc il va obtenir l'exclusivité de la fabrication de verres façon de Venise. Qui donc est un Anversois qui va finalement, qui était très fort en concurrence avec la verrerie de Barbançon qui appartenait à cette famille Collinet, qui va continuer pendant très longtemps à avoir des verreries également dans nos régions. En tout cas, cet Anversois donc finalement finit par donner en 1640 transmettre son privilège à Gilles Collinet, qui lui remet la fournaise, donc sa fournaise qu'il a créée à Bruxelles, entre les mains de son gendre, un Italien, Francesco Savonetti, qui lui-même va remettre cela à son frère qui venait de Murano, qui est alors attendez, son prénom, lui, c'est Jean, qui va donc obtenir en 1642 l'exclusivité de la fabrication de cristal et de cristallins à l'imitation de Venise, avec une prohibition expresse de tous les ouvrages qui pourraient venir de l'étranger. Donc on est dans un climat de vraiment protectionnisme d'une région par rapport à l'autre, et particulièrement des Pays-Bas méridionaux par rapport à la principauté de Liège. Évidemment, ce qu'on vise là-dedans, c'est tout ce verre qui se développe dans la principauté de Liège à l'époque. Et donc on interdit l'importation des verres de Liège dans les Pays-Bas méridionaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce Savonetti va travailler jusqu'en 1653, au moment où il va transmettre ses droits
non, donc Jean Savonetti meurt en 1653. Son privilège est renouvelé en faveur de son frère Francesco. Donc on retourne au Francesco initial. Et puis donc celui-là va transmettre encore ses droits à l'anversois initial, qui va faire un accord avec une famille très importante, une famille liégeoise, qui est Henri Bonhomme, la famille Bonhomme, qui était Jean initialement, et puis qui va avoir deux fils, qui donc vont progressivement, et donc on voit l'exemple avec cette verrerie de Bruxelles, qui vont progressivement parvenir à obtenir des parts dans énormément de verreries et se créer finalement avoir le contrôle de toutes ces verreries, non seulement dans la région, dans la principauté de Liège dont ils sont originaires, mais également des verreries dans les Pays-Bas méridionaux, et donc accroître considérablement leur zone de diffusion de leur verre. Alors donc, les Bonhommes, c'est une famille d'origine, ce sont des gentilshommes liégeois, qui vont devenir vraiment les maîtres incontestés de la verrerie de luxe, et pas seulement que de la verrerie de luxe, mais aussi de la verrerie d'usage dans les Pays-Bas dans cette seconde moitié du XVIIe siècle. Donc leurs principaux rivaux resteront quand même longtemps les Collinais, mais donc ils vont vraiment dominer toute la verrerie de nos régions, et leur travail est assez bien documenté parce qu'ils ont laissé, on a retrouvé dans les archives des contrats d'embauche, des manuels, des comptes de la verrerie, notamment de Bruxelles, qui permettent de connaître assez bien, d'avoir une idée, en tout cas sur papier, de leur production, et du coup on a essayé de faire le lien avec, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les termes utilisés dans les archives ne sont pas toujours très clairs pour pouvoir faire le lien avec des objets. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette production de prestige, il y a tout d'abord, catégorie numéro 1, le verre à fleurs, tel que celui que vous voyez ici à gauche. Ce sont des verres très prestigieux. Ce sont les verres les plus chers qu'on peut acheter chez les Bonhommes, produits en petite quantité. Et puis il y a tous ces verres à serpent, dont la jambe donc, est formée de filaments, d'une canne de verre qui intègre des filaments rouges, blancs, bleus, jaunes, ça dépend un peu des verres, donc, que l'on a appelé. Donc le verre à serpent, c'est l'appellation que l'on retrouve dans les archives. Voilà un exemple assez beau dans la collection du musée. Donc c'est une production cette production de verre à fleurs, production de verre à serpent, qui est une production qui va coûter très cher aux Bonhommes et qui va surtout donc être caractéristique plutôt des débuts de leur verrerie. Alors évidemment, ces verres deviennent d'autant plus prestigieux quand ils sont pourvus d'une gravure. Et voilà par exemple une pièce très belle de la collection, encore une des rares pièces datées de 1666. Donc là, on a une date très très claire qui nous montre évidemment des gravures telles qu'on les fait à l'époque, les gravures à la pointe de diamant avec les armes de Bourgogne, de Wacken. Ici, un autre verre à serpent, un calice gravé d'une scène de chasse, sur base d'une gravure reprise à Tempesta. Alors, le verre est certainement une fabrication des Bonhommes, soit à Liège, soit dans le verrerie, puisqu'ils ont acquis les verreries, d'autres verreries dans les Pays-Bas méridionaux, donc c'est pour ça qu'on met Pays-Bas méridionaux ou Liège. Et donc, par contre, la gravure présente toutes les caractéristiques, gravure à la pointe de diamant, présente toutes les caractéristiques des gravures qu'on retrouve dans les provinces unies, des graveurs hollandais. Alors, vous voyez, il y a des variations, hein, les formes des coupes ne sont pas toujours les mêmes, etc. Et donc, autre variation dans les gravures qu'on trouve à l'époque, c'est par exemple donc, cette inscription Bij Goede Wijn, geen ernst moet zijn, et donc que l'on peut rapprocher de graveurs hollandais connus, sauf que c'est une autre main, parce que si on regarde en détail la calligraphie,
calligraphie, on se rend compte que la calligraphie n'est pas parfaitement la même. Donc on n'est pas exactement la même main. Donc, voilà. Mais ça semblerait quand même être une gravure plutôt faite dans les Provinces-Unies. Alors, les bonhommes, ils fabriquent donc ces vers à serpents, ils fabriquent ces vers à fleurs, ils fabriquent aussi des vers destinés spécifiquement et mentionnés tels quels dans leur conte, des vers destinés à être gravés. Et donc, ces vers destinés à être gravés sont des vers un peu plus épais, donc, parce qu'ils sont destinés à être gravés à la roue. Et donc, ça nécessite une épaisseur plus importante du vers, puisqu'on entame vraiment beaucoup plus le vers. Et voilà donc un calice gravé d'une scène de chasse au faucon, parfaitement daté aussi, 1660, dont la gravure, alors là, on pense que c'est un des premiers exemples d'introduction dans nos régions de gravures faites par des graveurs d'origine allemande qui sont venus s'installer dans les Pays-Bas et qui sont venus graver sur place à la manière dont on gravait par exemple à Nuremberg. Et une série de détails, notamment dans cette gravure-là, c'est difficile à voir sur une image, mais vous voyez notamment ces petites lentilles, ce soleil sous forme de lentilles, etc., typique de ce qu'on trouve dans les graveurs, ce qu'on trouve sur les vers gravés par les graveurs de Nuremberg. Et on a aussi dans la technique utilisée qui mêle à la fois une gravure à la roue, donc avec ce côté très mat, très opaque, et puis des petites touches faites à la pointe de diamant, typiques de ces premiers graveurs des années dans cette seconde partie du XVIIe siècle. Donc sans doute un graveur d'origine allemande, on n'a pas le nom, actif dans nos régions. Évidemment, les armoiries sont parmi les gravures les plus demandées. Et voilà donc une sorte de variation. Ça, ce n'est pas un calice à serpent. Ces espèces de bêtes là, c'est difficile de savoir exactement de quoi il s'agit. Oui, tous ces objets que vous voyez là, souvent étaient munis d'un couvercle, et on les a reçus dans la collection munis de couvercles. Mais quasiment tous les couvercles sont des assortis. Et du coup, on a choisi de les enlever pour la présentation. Et donc, les photos que vous n'avez pas le couvercle, mais beaucoup de ces pièces étaient des bocaux couverts du coup. Oui, donc je voulais rapprocher. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, quand on regarde ces différentes pièces, c'est évidemment de les comparer, de faire des liens entre elles. Donc, vous voyez qu'ici, on a une jambe qui est très proche de cette jambe-ci, avec aussi une gravure à la roue, avec aussi des caractéristiques de ces graveurs, sans doute venus donc des régions rhénanes. Donc, on sait que des vers comme ça étaient produits dans nos régions. En plus, quand on regarde la gravure, c'est une thématique qui est une thématique que l'on trouve très peu dans les régions allemandes, alors qu'on a beaucoup plus donc, des scènes d'amour comme ça vendangeurs. On les trouve très fréquemment dans les Pays-Bas. Du coup, on a un faisceau d'indices qui nous permettent de situer ce type d'objet plutôt dans nos régions, et la gravure également. Voilà. D'autres. Alors évidemment, la production des bonhommes a été considérable. Ils ont produit de tout. Voilà ce qu'on appelle un calice à 4 boutons, donc un cran en dessous au niveau du prestige des verres, un peu moins cher. Calice à 4 boutons qu'on a aussi appelé à la façon de Lille, et je pense que vous devez plus ou moins connaître ce genre d'objet ici en France, parce qu'en fait, apparemment, la clientèle du nord de la France était très friande de ce type de verre à boutons. Autre prouesse technologique, c'est la jambe de cette coupe à 3 piliers, extrêmement compliquée à réaliser, donc qui nécessite des artisans, un savoir-faire très important. Et puis, on va voir donc progressivement cette production des bonhommes évoluer à la fin du XVIIe siècle, de plus en plus devenir plus proche, donc s'intéresser à ce qui se fait alors en Angleterre, et devenir avoir donc des formes qui deviennent plus plastiques. Et vous voyez donc le décor qui change, et donc on a par exemple ces vers à côte en X, sans doute de l'extrême fin du XVIIe siècle,
fin XVIIe siècle, je ne vais peut-être pas dire extrême fin, ou ces verres à couler de gouttes que vous voyez là. Aussi verres à bulbe quadrilobés, qui démontrent vraiment l'influence de la production anglaise de la fin du XVIIe. On fait aussi, ils savent faire de tout, ils savent tout faire dans les manufactures. Donc les bonhommes eux-mêmes ne sont pas des verriers, mais ils ont fait venir des verriers, principalement donc des verriers d'Altare, qui était le deuxième centre verrier fort important à côté de Murano. Et donc les verriers qui travaillent pour les bonhommes sont des verriers italiens, des maîtres verriers italiens. Ils fabriquent ça. Ils sont aussi capables de fabriquer des passe-glaces. Donc, qui sont donc de nouveau, qui sont ces verres qui sont utilisés donc dans les corporations. Où, donc c'est l'idée de boire en commun et chaque convive, sans doute qu'on buvait de la bière là-dedans, et chaque convive devait boire jusqu'à la ligne suivante, et ce verre se passait de main en main. Donc un côté très convivial, donc dans la manière de boire. Les jeux à boire n'ont pas été inventés au XXIe siècle, ils existent depuis très 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 longtemps. Les bonhommes fabriquent bien sûr aussi des carafes que l'on voit sur des tableaux, des carafes à côte, puis des carafes parfois en verre de couleur ou à côte pincée. Ils aiment bien hein, ce jeu de gaufrage comme ça à la pince. Des productions beaucoup plus courantes. On a certainement produit énormément de gobelets dans les verreries des bonhommes. Je vous montre beaucoup de pièces de prestige, mais en réalité, c'était une infime part de leur production. Il faut savoir que l'essentiel de la production des bonhommes était une production de verres beaucoup plus ordinaire. Ils n'auraient pas pu vivre, les verreries ne savaient pas vivre uniquement avec les verres de prestige. C'est quand même des entreprises commerciales, donc il faut quand même pouvoir vendre, et donc ils ont vendu pas mal de quantités, semble-t-il, de gobelets comme ça. Ici, un gobelet qu'on a retrouvé dans les fouilles anversoises, qu'on pense pouvoir attribuer au bonhomme. Des objets assez amusants, comme un tire-lait, comme ça, sans doute liégeois du XVIIe. Et puis alors, des bouteilles, parce que nos régions vont se spécialiser progressivement au cours du XVIIe et surtout au XVIIIe, mais déjà à partir du milieu du XVIIe, les bonhommes se lancent dans ce commerce très lucratif des bouteilles à eau. Donc voilà les bouteilles à eau de Spa. Donc l'eau de Spa avait été réputée comme ayant des vertus, etc. Et donc était utilisée comme un médicament. Hein. Et donc il va être exporté à l'étranger de façon massive. Et pour transporter cette eau de Spa, eh bien donc ils fabriquent des bouteilles qui sont très caractéristiques parce qu'elles sont toutes plates. Et donc cette forme lenticulaire est toute plate. Elles étaient initialement, on en a trouvé très peu d'exemples, elles étaient initialement clissées, donc on les recouvrait d'une paille tressée qui permettait leur transport à l'étranger, facilitait le transport. Alors, Anvers, que dit Anvers dans tout ça? Eh bien, Anvers périclite à la fin du XVIe siècle, entre autres parce que le port d'Anvers est fermé, la fermeture de l'Escaut qui permettait au port d'Anvers d'être un nœud vraiment commercial est fermé depuis 1585. Et donc, les verreries anversoises périclitent. Mais malgré tout, on a à la fin du XVIIe siècle quand même une verrerie qui va reprendre une certaine activité pendant un certain temps, donc par un verrier italien du nom de Pompeio, qui était qui était largement soutenu par le pouvoir en place, puisque le pouvoir en place a toujours eu pour objectif d'essayer de limiter ses importations de verre de la principauté de Liège et de plutôt favoriser les verreries sur son territoire. Un petit gobelet que je vous montre aussi, très beau, qu'on attribue, qui est daté 1658. Alors on a longtemps pensé que ce genre de gobelet était plutôt une production d'origine allemande, sauf que quand on compare ça avec les objets allemands, on a quelques différences avec notamment ce qui entoure la base et les petits pieds ne sont pas les mêmes. Et donc voilà, désormais on attribue plutôt ces gobelets à Anvers. Je regarde l'heure.
Ça va, il me reste un petit peu de temps. Alors, le XVIIe siècle reste un siècle où on produit beaucoup de verres plats dans nos régions. Il y a des grandes familles, notamment une famille française qui venait initialement, de France, qui sont les de Henzel, qui vont développer des verreries spécifiquement destinées aux verres plats. Et donc, on garde pendant ce XVIIe siècle un art du vitrail très vivant dans nos régions, avec, donc, vous voyez ici un exemple avec ce panneau armorié de 1545, et puis on a deux pièces très intéressantes au musée qui sont des panneaux qui ont été fabriqués pour l'abbaye de Parc à Iverlé qui est située près de Louvain, et donc qui sont très bien documentés, et donc on sait qu'ils ont été réalisés par un atelier de Louvain. On connaît le nom du peintre, Yann de Caumont, donc c'est son atelier qui a réalisé ce type de panneaux. Donc l'art du vitrail connaît aussi une évolution importante, notamment par l'introduction à côté du jaune d'argent et de la grisaille, des émaux qui permettent donc d'avoir des représentations beaucoup plus colorées, comme ici vous voyez donc un panneau à médaillon qui vient de l'hôpital Sainte-Élisabeth de Lierre, ou voilà ici deux petits exemples de petits panneaux, donc où l'on voit par exemple, donc on n'a pas tous les émaux, on a quelques couleurs, mais par exemple le vert que vous voyez de l'herbe est obtenu par un émail bleu, du jaune d'argent au revers, et donc ce que l'on voit en lumière, ce sera du vert. Donc par ce jeu, on parvient donc à obtenir des couleurs comme ceci, et des panneaux qui, bon, on a une iconographie religieuse, etc., mais aussi, et c'est très amusant, on trouve ça dès le XVIIe siècle, une iconographie un petit peu plus populaire. Voilà par exemple un charpentier qui s'est fait représenter avec sa femme à droite, donc un objet moins prestigieux, mais quand même intéressant pour les historiens de l'art. Alors le XVIIIe siècle dans nos régions, catastrophe, le verre de Venise n'est plus très à la mode, et par ailleurs, je vous ai dit que nos régions passaient sous l'autorité des Habsbourg d'Autriche. Ça va vraiment porter le coup de grâce à la verrerie, à la façon de Venise dans nos régions. Et parce que Charles VI va essentiellement favoriser l'exportation des verreries de luxe qui se sont développées en Bohême dès la fin du XVIIe siècle. Le verre de prestige qui est utilisé dans nos régions au XVIIIe siècle est plutôt devient du verre de Bohême, donc du verre taillé et gravé dans ces verreries bohémiennes, donc en Bohême et en Silésie. Et donc il n'autorise plus chez nous que la fabrication de bouteilles et de verre à vitre. Donc, c'en est fini de ces grandes, a priori, de ces grands empires verriers comme celui des bonhommes. De toute façon, les bonhommes connaissaient des grandes difficultés depuis la fin du XVIIe siècle. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique finalement au XVIIIe siècle dans nos régions? Bien, on fabrique sans doute quand même des verres qu'on voit sur la table, comme ici. Donc, c'est un tableau d'un peintre liégeois du XVIIIe siècle. Donc ces petits verres que vous devez connaître vous aussi parce qu'ils sont très fréquents. On va avoir plus près quelques exemples. Alors oui, sans doute les bonhommes ont plus ou moins encore au tout début du XVIIIe siècle continué une certaine fabrication de verres à serpent, mais vous voyez que ces verres à serpent changent. En plus la dia fait que, mais donc on a des formes qui évoluent, des coupes qui sont plus élevées, la jambe devient particulièrement sinueuse, etc. Ici on a pu dater cette pièce grâce à l'iconographie. On a un aigle impérial qui est gravé, et donc c'est forcément une pièce qui a été réalisée après 1715. Donc on a encore quelques manifestations, sans doute une petite production de verre à serpent.
Mais surtout, et je crois que j'ai plus beaucoup de dias à vous montrer, c'est vous parler donc on a quand même deux entreprises deux entrepreneurs qui vont se lancer dans le domaine du cristal et qui vont, l'un donc c'est un certain Nizet, qui, dès le début du XVIIIe siècle, va essayer, c'était un marchand liégeois, je pense que c'était un marchand de vin initialement, qui va se lancer donc dans essayer de faire toutes des expérimentations pour essayer de trouver la formule du cristal, comme l'avait fait George Ravenscroft en Angleterre. Il va même envoyer son fils là-bas sur place pour essayer de connaître les recettes. Et il va y avoir une production de cristal dans la Principauté de Liège au XVIIIe siècle, dont voilà le genre d'objet qui est fabriqué donc par ces verreries Nizet au XVIIIe siècle, donc essentiellement donc des objets liés à la table, des services à dessert, ici un beurrier, voilà une corbeille que on n'a pas beaucoup, malheureusement on n'a pas beaucoup d'objets datant de cette époque. Les objets XVIIIe dans notre collection n'est pas très riche en objets du XVIIIe siècle. Sans doute que Nizet a aussi fabriqué donc tous ces verres qu'on retrouve sur la table, donc des verres que nous on appelle dans nos régions des verres fraisés, donc avec ces bosselages obtenus par le soufflage au moule. Voilà, donc ce genre de petits, des verres, c'est pas très haut, hein, tous des petits verres qu'on trouve, ou alors ce qu'on appelle ces verres canons, donc avec le pied qui est largement inspiré par ce que l'on fait en Angleterre avec des latticini blancs. Certains de ces verres sont en cristal, d'autres sont simplement en verre. Voilà par exemple une demi-flûte en cristal, on appelle aussi ces verres-là les impossibles, qui est sans doute originaire des Pays-Bas méridionaux. Ou donc ces verres à latticini qu'on retrouve pas seulement dans nos régions, qu'on retrouve largement un peu partout en Europe. Alors, mais sans doute que le modèle du verre le plus fréquemment, du verre de prestige le plus utilisé, est sans doute le plus fabriqué par les Nizet notamment, c'est sans doute ce verre avec ce pied, vous voyez cette espèce de pied balustre à côte comme ça, donc qui est sans doute, qui est très certainement influencé par la production de cristal anglais. Ici évidemment on a l'avantage d'avoir les armoiries du prince-évêque Jean-Théodore de Bavière, et donc qui nous permet de dater cette pièce du milieu du XVIIIe siècle. À côté de cette fabrique-là, alors à côté de la Principauté de Liège, dans les Pays-Bas méridionaux même, eh bien, le pouvoir en place va essayer va soutenir un concurrent qui s'appelle Sébastien Zoud. Mais la production de Sébastien Zoud est extrêmement difficile à distinguer de celle des Nizet. Ils vont fabriquer la même chose. Donc en réalité, quand je vous montre ça, ben, ça peut être fabriqué ou par Zoud ou par Nizet. Juste l'examen des pièces ne permet absolument pas de le savoir, de le repérer. Alors voilà le genre d'objet aussi, donc soufflé au moule, qu'on fabrique sans doute chez Nizet, même chez Zoud, donc du côté dans la région donc de Namur. C'est aussi à proximité de Namur que va se développer à la fin du XVIIIe siècle cette cristallerie, la cristallerie de Vonnesch, en fait la cristallerie qui va être l'ancêtre de la cristallerie de Vonnesch, qui est la cristallerie de Sainte-Anne, mais je n'ai pas de pièces à vous montrer dans la collection du musée malheureusement. C'est ce qui donc donnera naissance à la cristallerie de Vonnesch, qui aura un grand succès au début du XIXe siècle. Alors voilà, encore des pièces d'usage plus courant, hein, ils fabriquent ça au XVIIIe siècle, des baromètres à eau. C'est peut-être même, là on suppose que c'est Liège, mais c'est des pièces qui sont largement fabriquées, donc on a dû en fabriquer des pièces qui ressemblent à ça aussi dans le nord de la France, ou des bénitiers. Voilà, des plats à décor géométrique, donc aussi soufflés au moule, flacons en forme de pistolet. Donc je vous montre comme ça pour vous montrer cette évolution.
Et puis alors évidemment, ce qui fait la fortune de ces verriers des Pays-Bas au XVIIIe siècle, c'est la bouteille. La bouteille à eau de spa, voilà, elle change de forme au XVIIIe siècle, le col devient très très allongé, elle devient encore plus plate. Alors la version à droite, c'est une version plus destinée au marché intérieur, qui est plus ovoïde, mais surtout, donc on continue à produire pas mal d'eau de spa. Nizet en a fabriqué, mais on a des tas d'autres fabricants qui se sont lancés dans la région de Charleroi, notamment un personnage qui s'appelait Desandrouin. Donc on a un peu partout, en fait, on va voir un peu partout se développer des bouteilleries dans les Pays-Bas et dans la principauté de Liège. Voilà le premier type de bouteille à vin qui est produit dans nos régions, donc la bouteille de Formognon, qui date des années 1730, qui évolue, que l'on voit donc avec un fond extrêmement rentrant qui permet donc de conserver la lie du vin en dessous de la bouteille, qui devient donc, qui change de forme, vous voyez, qui devient ce qu'on appelle un pot brugeois. C'est lié à la capacité donc, de cette bouteille, je crois que c'est 1125 cc, quelque chose comme ça, et qui équivalait à 2 pintes, voilà. Et puis qui se spécialise donc avec des bouteilles de type Bordeaux et Bourgogne, et j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais aussi des bouteilles plus effilées pour le vin blanc. Voilà, des bouteilles donc du XVIIIe siècle qui ont peut-être été fabriquées, voilà, à Liège. La dernière dia. Alors, dernière dia pour vous montrer que, bah oui, il y a aussi, Nizet s'est aussi lancé dans la production de lustres, et donc, malheureusement, ça c'est une photo ancienne, parce que quasiment tous les lustres sont en réserve pour l'instant, et donc très difficile à photographier, donc je vous ai mis là, mais c'est juste pour me rappeler que je devais vous dire ça. Et puis, on a encore un petit peu de vitrail au XVIIIe siècle, mais c'est plus très à la mode, hein, au XVIIIe siècle, le vitrail, donc on a encore quelques vitraux de ce genre, comme ce beau panneau armorié ici, mais le verre à vitre quand même reste dans nos régions, évidemment, dans la région de Charleroi particulièrement, dans la région liégeoise aussi, donc on en a fait également, enfin un peu partout, c'est vraiment une production très importante dans nos régions. Alors voilà, donc ma dernière dia pour vous remercier pour votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec tous ces noms et toute cette évolution en raccourci. 3 siècles en 1 heure, c'est un peu dur. Peut-être que c'était un peu too much. Mais voilà. Pour vous dire aussi qu'il y a pour le moment, donc le projet de recherche dont je vous ai parlé sur les vitraux a donné lieu, ça nous a permis de sortir des rondelles des réserves, de les exposer. On a pu monter cette petite exposition dans une des salles du musée. Petite exposition, donc je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir durer. Là, la direction du musée m'a dit qu'il la considérait semi-permanente. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pour l'instant, ça fait plus d'1 an qu'elle est là. Et je sais pas comment. Mais bon, du jour au lendemain, elle peut être remise en réserve s'il y a un autre projet qui se développe. Et ce qui est assez amusant, et j'en suis assez contente, c'est d'avoir effectivement pu sortir des pièces qui n'étaient plus montrées depuis des dizaines d'années au musée, et de les mettre en relation dans cette salle avec une collection qui est une collection très renommée, évidemment, qui sont les collections de tapisserie du XVIe et du XVIIe siècle. Dans nos régions, c'est un art majeur. Et c'est très amusant parce que ces tout petits objets, ces toutes petites peintures sur verre ont des correspondances. On trouve exactement les mêmes personnages dans ces énormes tapisseries qui sont juste à côté. Donc c'est vraiment très sympa d'avoir pu développer cette petite exposition qui présente une 40aine de pièces, mais vraiment qui sont en communication directe avec les tapisseries juste à côté. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien vous êtes trop fatigué après tout ça, mais n'hésitez pas à m'en faire part. J'avais mis mon adresse mail pour si certains d'entre vous sont intéressés par voir certaines pièces, viendraient en Belgique, donc seraient intéressés par voir plus précisément certaines pièces, et vous dire que du coup, en essayant de refaire ce panorama du verre en Belgique du XVIe au XVIIIe, je me suis rendu compte qu'effectivement, donc en reprenant les choses, en essayant, je me suis dit, c'est fou parce que je me rends compte qu'effectivement, c'est une collection qui est assez riche pour le XVIe, très riche pour le XVIIe, et puis on n'a pas assez de pièces qui illustrent le XVIIIe siècle. Donc si vous voyez, je sais pas, passer des objets du XVIIIe qui ont un rapport avec les Pays-Bas méridionaux, etc., prévenez-moi. Voilà, je suis preneuse.